Allez, on est reparti. Alors, Nicolas Moulin, fondateur de La Vie du Vin. Exactement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et alors, pour le coup, c'est vraiment par hasard. On a démarré sur la marketplace, on était ensuite dans les avions et sur les systèmes de livraison de DHL, et nous voilà maintenant, alors pour le coup, dans la caisse de vin, c'est ça? Exactement. Donne-moi d'ailleurs un de ces boîtiers. Un petit veilleur. Alors c'est un veilleur, ça s'appelle un veilleur. Ça veille sur les caisses et ça veille sur le vin, donc on a appelé ça un veilleur. Donc c'est un petit boîtier, je le décris parce que on est écouté en podcast et puis on a un partenariat. Tiens, ça me permet de le dire d'ailleurs. 19h30, vous êtes dans la voiture, vous savez pas trop quoi écouter, vous vous branchez sur Sud Radio. Ils sont absolument partout et il y a une partie de cette émission qui est diffusée tous les soirs sur Sud Radio. Donc c'est un petit boîtier de quoi, 10 cm sur 5 cm même pas, à peu là, près. voilà. Il fait 6 sur 2,5. Ouais. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça passe dans toutes les caisses de vin, des caisses de champagne, que ce soit du carton ou de la caisse de bois. Ça se colle dans la caisse de vin. Voilà, on l'installe dans la caisse par différents biais, en fonction d'ailleurs du type de caisse qu'a le propriétaire. Et puis derrière, on est capable du coup de suivre tout ce qui est température, hygrométrie, la luminosité et tout ce qui est vibration et choc également. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du vrai IoT, c'est complètement automatique. Du vrai IoT, objet connecté. Objet connecté. Objet connecté. Et du coup, il est complètement autonome, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être activé par qui que ce soit. On le pose dans la caisse et derrière ça part, on n'a plus rien à faire. On en parlait, tu sais, j'ai vu une photo, mais la photo la plus déchirante qu'on puisse voir. Alors je sais pas si c'était Bourgogne ou Bordeaux. Les deux. Je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Jura, voilà, le Grand Est, le Languedoc, absolument. Le international, le Nouveau Monde. Une caisse de Romanée Conti gelée. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. En plus, le verre avait explosé, évidemment. Donc, tu avais comme ça, tu avais des restes avec un glaçon de Romanée Conti. Et donc, ça, en fait, ton veilleur là, a alerté. Enfin, on a pu essayer de faire quelque chose pour... Il aurait pu effectivement alerter. Sauf que si ça s'est fait dans la soute de l'avion, bon, on est foutu. Voilà. Mais... Oui et non, parce qu'en fait, s'il n'a pas de réseau, il enregistre en local les données. Et quand il retrouve du réseau, il nous les renvoie. Donc on n'a pas les données en temps réel. En temps réel, ouais. C'est pas ce qu'on promeut nos clients et c'est pas ce dont ils ont besoin. En revanche, on est capable de retracer l'intégralité du parcours, même bien évidemment, parce que la soute de l'avion, c'est un exemple, mais surtout c'est les caves. C'est qu'en fait quand les caisses veulent passer 2-3 ans en cave. Ouais, mais là, elle va pas geler la Romanée Conti. Je reste sur ma Romanée Conti gelée. C'est-à-dire que grâce à ton veilleur, le propriétaire ou celui qui attendait les caisses, il va pouvoir avoir, il connaîtra le responsable. Il sait où. Exactement. Il y a eu Et c'est pour ça la catastrophe. Alors les producteurs sont intéressés, mais aussi des assureurs sont intéressés parce que justement ils peuvent dire, nous, quand on vend des polices d'assurance au château, si on sait effectivement se retourner contre la personne qui est vraiment responsable du dommage, on est capable de faire des offres un petit peu différentes et innovantes. D'autant que, et évidemment tu le sais, on est dans un univers d'investissement et un univers financier qui aujourd'hui est à la recherche de tout ce qui peut redonner un tout petit peu de rendement dans notre univers de taux négatifs. Et que, il y a un petit moment maintenant, j'ai découvert le port franc de Genève par exemple, le vin devient un investissement. Complètement. Et c'est un marché très spécifique parce que quand on parle effectivement notamment des vins haut de gamme, c'est un ensemble fini, la production. On ne dit pas, tiens, le Pétrus est très bon, faites-moi 10 000 de plus. Non, ça n'existe pas. Il faut... Ah oui. Donc c'est très important justement de savoir prendre soin en fait de ces produits-là. Et en fonction de ce qui se passe sur le marché, du coup, les prix peuvent évoluer de manière absolument incroyable. Il faut que ce soit quand même... Alors, ça a un coût, ça, évidemment. Ça a un coût. Donc ça veut dire que c'est réservé aux grands crus. Il faut que la valeur des vins qu'on protège, qu'on surveille, soit... Alors, les principaux grands crus vont bien évidemment être intéressés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Enfin, nous, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on discute avec les gens du marché, et il y a plein de cas d'usage différents. Donc il y a des gens, par exemple, et nous, c'est ce qu'on a cherché dans nos premiers clients, on voulait avoir un panel un petit peu représentatif des types de clients qu'on va avoir. Donc des gens haut de gamme, des gens du grand cru bordelais par exemple, mais aussi des gens qui sont un peu plus moyenne gamme, voilà. Et eux ils se disent mais moi je vends des bouteilles entre 5 et 15 euros la bouteille, ça part au Japon, mais mon importateur japonais, juste j'en mets une pour l'ensemble de la palette, il va être ravi de savoir que j'ai la traçabilité qualité et que ce que je lui livre c'est véritablement ce qu'il doit avoir dans la bouteille.
ça peut être un avantage concurrentiel, en fait. Ah, complètement, ouais. Pour c'est l'exploitant. une Surtout, surtout que le gars qui reçoit au Japon, enfin, l'exploitant du Languedoc, par exemple, il est en concurrence avec les vins du monde entier aujourd'hui. Il faut être très, très clair. De la Nouvelle-Zélande au Chili, voilà, absolument avec les vins du... Ouais. Et ça, ce petit boîtier-là peut être un avantage concurrentiel. Oui, parce qu'en plus, ce qui est très important, c'est que les gens qui font du vin cherchent un profil gustatif particulier. Et donc, si les conditions de vieillissement sont pas bonnes, du coup, le profil gustatif est altéré. Et donc, ce que l'importateur a goûté au début en disant, du coup, moi, je t'en commande 250 000 bouteilles parce que je trouve ce vin-là excellent, il n'aura pas ça, en fait, in fine. Et donc, il n'aura pas le produit, parce que le vin continue en fait à évoluer. Donc, si on n'en prend pas soin du début jusqu'à la fin, tous ces éléments-là peuvent complètement dériver. Et bien évidemment, celui qu'on va blâmer, c'est le producteur. Parce que quand on a une bouteille de vin et qu'elle n'est pas bonne, on ne dit pas « Ah, mais c'est le transporteur qui m'a fait son travail » ou l'importateur. On dit « non, l'étiquette, c'est monsieur Untel qui a mal fait son travail ». C'est beaucoup de technologie où les barrières à l'entrée sont réduites. En fait, il y a un peu de technologie quand même, il y a un peu de savoir-faire électronique notamment au démarrage. C'est pour ça qu'en fait, mon associé sur la partie électronique, c'est l'ancien directeur technique de Coyote, qui nous a beaucoup aidé justement à faire des choses qui, en termes de consommation notamment, font des choses performantes. Après, en fait, nous, on a souhaité, comme c'est un marché spécifique, on a souhaité maîtriser en fait toute la chaîne. Donc, on fait effectivement toute la partie mécanique, toute la partie électronique, et puis bien évidemment toute la partie data, parce que l'électronique, c'est une chose, mais bien évidemment, la richesse du sujet, elle va être dans la data. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va faire un envoi, 10 envois, sauf que quand on va en faire 1000, 5000, on pourra dire, par exemple, en fait, en moyenne, quand vous envoyez une caisse à Dubaï, en moyenne, elle est ouverte dans les 6, 12, 18, 24 mois. Enfin, aujourd'hui, personne ne le sait, concrètement. Et donc, quelle importance ça a, de savoir la date d'ouverture de la caisse envoyée à Dubaï? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît du coup les stocks marchés. Donc pour réachalander, pour savoir où sont les stocks marchés dans le monde, et est-ce que du coup on peut réachalander, ou est-ce qu'à l'inverse, je n'ai pas forcément besoin de vendre en ce moment, donc je vais gérer un peu la rareté sur certains marchés et ensuite pouvoir revendre à plus haut prix. Enfin, c'est toutes ces mécaniques-là. Aujourd'hui, c'est une grosse problématique pour les gens du vin, notamment les producteurs. Ouais, mais il faut que celui qui... Alors, est-ce qu'il faut le consentement de celui qui ouvre la caisse pour que vous ayez l'information que la caisse est ouverte? Alors non, pas forcément. Pas forcément. En fait, il y a un petit... Parce que ça lui appartient quand même quand il ouvre la caisse. Ça lui appartient. Et en fait, le système, c'est qu'il y a un QR code qui effectivement explique à la personne qui ouvre la caisse qu'en fait, c'est le producteur qui Bonjour, souhaitait... on est en train de vous piquer tout un tas de données. Non, merci de nous laisser faire. Non, heureusement, on n'a pas de problématique, en fait, notamment de RGPD, parce que tout ce qu'on récupère, en fait, c'est pas problématique. Oui, c'est totalement anonymisé en plus, évidemment. Et puis en plus, on fait passer ça effectivement sous un aspect vraiment qualitatif. C'est-à-dire le producteur a souhaité veiller sur votre vin pour être sûr que vous ayez vraiment la meilleure des qualités dans votre verre. Maîtriser la qualité de bout en bout. Et il y a parfois eu des mauvaises surprises. Enfin, le gars ouvre la caisse. Alors, je sais pas, en plus, quelqu'un d'un peu... qui se paye des très très grands crus, qui ouvre la caisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouchard? Pour l'instant, un truc d'espionnage. Pour l'instant, on n'a pas justement de cas suffisamment poussés pour avoir ce genre de retour. Mais probablement que oui, on va avoir ce genre de questions à un moment donné sur mais pourquoi, comment, voilà. Et donc, justement, ça c'est fait pour rassurer les gens. D'autant plus qu'une idée potentielle, ce serait de dire aux gens, une fois que vous l'avez chez vous, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre cave. C'est-à-dire que mais d'ailleurs, parce qu'il faut, le temps tourne très vite, il faut qu'on parle parce que c'est pour ça aussi que tu es là, il faut qu'on parle des objets connectés, de l'IoT. Ouais. Tu l'as dit très très vite, mais l'enjeu le plus important presque pour les objets connectés, c'est la consommation d'énergie. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas changer les piles, quoi. Voilà, pour le dire très concrètement. En plus, typiquement, une caisse de vin, on ne sait pas où elle part, elle va être vendue, donc il faut effectivement durer le plus longtemps possible. Exactement. Donc c'est là-dessus qu'on a déposé un brevet qui permet effectivement, au niveau de la consommation, en fait, d'économiser un maximum de choses, et aussi par rapport à la typicité en fait de l'objet qui est une bouteille de vin, c'est-à-dire il passe beaucoup de temps en cave, et c'est au moment du transport ou au moment où ça bouge, où là véritablement où les infos vont sortir. Voilà, il faut arriver à capter des données rapidement pour avoir un maximum d'informations. Et sur un réseau qui prend le moins d'énergie possible, et c'est pour ça que tu travailles avec Sigfox. On travaille avec Sigfox aujourd'hui. Le réseau de Ludovic Lemohan à Toulouse, et qui lui, alors, on est en pleine polémique 5G, lui c'est la 0G Ludovic, c'est-à-dire c'est vraiment des bits d'informations. Ouais, on fait passer, mais nous on n'a pas besoin de plus, mais
Mais on voilà. fait passer très peu de choses, mais on n'a pas besoin de plus, nous. Mais c'est très peu consommateur C'est d'énergie. extrêmement peu consommateur d'énergie. Voilà. Donc nous, on est capable de durer plusieurs années en fait facilement avec ça. Et puis on a encore plein de choses à implémenter pour améliorer encore la consommation et l'autonomie. Non, mais c'est intéressant parce que justement dans le cadre de la 5G, j'entends partout la 5G, les objets connectés. Les amis, pour monter sur la 5G et pour être transporté sur la 5G, alors là pour le coup, il faut des piles. Hein, on est d'accord. Ouais, voilà. vraiment, Bon, un mot parce que alors. La vie du vin, j'imagine que c'est pas seulement ces petits boîtiers. Non, enfin, en fait, là, surtout, ce qui est important pour nous, c'est la partie plateforme, c'est la partie data et de travail. Nous, en fait, la vision de l'entreprise, c'est bien évidemment d'arriver à modéliser le marché du vin, ce qui se passe sur le marché du vin, grâce à la donnée en fait qu'on va récupérer. Comme je le disais, il y a forcément des modèles, des trends qui vont apparaître dans tout ce qu'on va relever, qui vont pouvoir effectivement nous aider, aider nos clients à vendre mieux, à distribuer mieux. Et on est sur un monde de producteurs qui a conscience que il faut absolument plonger là aussi, quelles que soient les traditions, dans les nouvelles technologies pour progresser et pour continuer à garder ses parts de marché. Alors deux choses. La première, rapidement, c'est qu'il n'y a pas que les producteurs, c'est qu'un importateur, un négociant va aussi être intéressé. Tout à fait. Mais les gens dans le vin commencent véritablement à sentir que oui, ils voient tous qu'en fait il y a des parts de marché qui partent un petit peu à droite et à gauche, et qu'il y a des nouveaux modes de distribution, de consommation. Donc c'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, mais il y a notamment des nouvelles générations en fait de directeurs techniques qui sont complètement conscients de ça, et on va les accompagner là-dedans. C'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, c'est le cœur de métier de personne. Mais on a démarré cette émission avec Miracle, exactement. Et le message c'était les gars, allez-y à fond, il n'y a plus de temps à perdre, sinon c'est la fin. Voilà. Vous ne passerez pas. Alors, il faut se poser les bonnes questions par rapport à son propre cœur de métier, mais il y a forcément des choses à faire avec la digitalisation. Nicolas Moulin, le fondateur de La Vie du Vin, notre dernière partie sur Bismarck.